Je me présente, je suis le modérateur du premier haut panel ministériel où on va discuter un petit peu du positionnement des pays différents par rapport au sujet du jour. Donc je vais inviter d'abord les 4 ministres du premier haut panel à nous rejoindre sur l'estrade. Merci. Hello, so we're about to commence the first haut panel ministériel. We already have Mr. Abdou Latif Coulibaly, ministre de la Culture du Sénégal, qui est sur l'estrade avec nous. On invite Madame Monica Grütters à nous rejoindre. Merci, Madame. Asseyez-vous. Vous êtes le ministre d'État auprès de la chancelière fédérale, déléguée du gouvernement fédéral de la culture et aux médias en Allemagne. On a aussi Madame Lina Anab, ministre du Tourisme et des Antiquités de la Jordanie, et Madame Françoise Nyssen, ministre de la Culture de la France. Bonjour à vous tous. So we will speak in a little bit English and in French. We have simultaneous translation. I'm not going to take up too much time. I'm just simply here to moderate, to help the ministers to keep time and to make the debate and the various remarks flow as quickly as possible. Donc, on a eu des remarques d'introduction par à la fois des historiennes et des diplomates, en quelque sorte, un président aussi. Maintenant, on va voir peut-être l'esprit de coopération et de dialogue qui doit animer, à mon avis, une discussion qui s'inscrit dans un temps assez lent, en général. Oui. Alors, on va poser à chacun des ministres. Vous n'avez pas la traduction simultanée. Vous avez ici, si vous voulez bien. Et c'est le canal. Donc, vérifiez bien que vous entendez et que vous avez la traduction qu'il vous faut. Well, is there somebody who could help with the translation? Who can help us? Okay. Can you hear the translation? Okay, can you hear? Can you understand? Est-ce que vous compreniez? On va traduire quand même. C'est bon? OK. Donc, on va commencer. We will begin. We will have about 7 minutes for each person to reply to a specific question. Je vais poser les questions d'abord en français et peut-être, si nécessaire, je vais les répéter en anglais. Alors, on va commencer par vous, Monsieur Coulibaly, ministre de la Culture du Sénégal. Alors, la première question qu'on a identifiée, avec l'inauguration très prochaine en décembre 2018 du Musée des civilisations noires à Dakar et la publication de votre tribune dans le journal Le Soleil en février 2018, quelle politique souhaitez-vous voir mettre en place pour positionner cette nouvelle institution dans le débat sur la circulation des biens culturels? Madame la directrice générale, je voudrais vous dire au nom du président de la République du Sénégal, le plaisir qui est le mien de me retrouver ici dans ce haut lieu de la gouvernance culturelle mondiale pour prendre part au nom de mon pays et d'une certaine manière au nom de tous les Africains qui y croient fondamentalement
à cette importante conférence consacrée à la circulation des biens culturels et des patrimoines en partage. C'est vraiment un plaisir tout à fait grand d'être parmi vous aujourd'hui. La question que vous posez, si je la comprends bien, il s'agit de dire quel impact pourrait avoir la question que nous débattons aujourd'hui dans le haut lieu de connaissance et de savoir qu'est l'UNESCO sur la mise en œuvre et l'ouverture du musée des civilisations noires au Sénégal. Cet impact sera évidemment positif pour un musée qui a la vocation de restituer les civilisations noires à travers les âges. Mais je voudrais dire simplement que cet impact positif est relatif de notre point de vue, parce que notre musée a été conçu bien avant que la problématique ne soit posée telle qu'elle est posée dans les termes actuels. Nous avons l'intention de faire un musée qui inclut à la fois cette problématique-là, mais qui la dépasse du point de vue de la conceptualisation de notre musée. Notre musée ne sera pas un musée ethnographique dans sa totalité, ce sera un musée ethnographique et au-delà de l'ethnographie. Or, cette question dont nous débattons aujourd'hui, il est vrai, concerne fondamentalement l'art classique. Je dis d'ailleurs des objets qui ont été requalifiés d'art ici en Europe, mais qui n'ont pas joué nécessairement cette fonction chez nous en Afrique. On a désacralisé des objets pour les transférer en Europe. Nous sommes dans une perspective de les requalifier chez nous dès lors qu'ils reviendront chez nous. J'ai publié il y a quelques mois, vous avez raison de le dire, un papier dans lequel je me félicitais d'une part de la décision prise par le président Macron de procéder, si toutes les conditions sont réunies, à la restitution des œuvres d'art africains qui ont été transplantées et qui sont arrivées ici dans des conditions que Madame la professeure Bénédicte Savoie a expliqué tout à l'heure pourquoi on ne veut pas en parler. Évidemment, on en parle, nous, en Afrique. On sait dans les conditions dans lesquelles ces œuvres d'art ont été transférées ici en Europe. Mais de toute évidence, le principe est que si vous avez un objet quelque part, vous avez le droit de le réclamer. Comme le président François Mitterrand a été très content que l'Allemagne restitue à la France un certain nombre d'œuvres d'art, si demain le président Macron vient au Sénégal, dit au président Macky Sall, nous vous restituons vos biens, on sera heureux, mais nous souhaiterons que ce soit une première action qui va essaimer sur l'ensemble du continent africain. Nous ne craignons pas la contention, au contraire, c'est une nécessité absolue. Et vraiment, nous, les Africains présents ici, toute l'humanité est présente ici, est particulièrement satisfaite de la communication qui a été prononcée par Mme Bénédicte de Savoie, qui nous rassure, dans la mesure où une scientifique de son niveau a pris une position de façon très claire, sans équivoque, par rapport à ces problématiques-là. Poser le principe de la restitution est légitime, c'est une question d'équité, et c'est participe d'une réforme fondamentale de la gouvernance culturelle mondiale. C'est heureux aujourd'hui, d'ailleurs, que l'UNESCO soit à la tête de ce combat intellectuel et pratique également. Et ce n'est pas également étrange que depuis 1981, que l'UNESCO ait pris position par rapport à cette question. Et moi, j'ai tout le plaisir de savoir qu'à l'époque, c'est un de mes compatriotes qui présidait les destinées de cette institution, Amadou Makhtar Mbow. Et vous avez raison de dire, c'est tout à fait émouvant ce qu'il en disait à l'époque. Mais ce qui m'a surpris aujourd'hui, c'est le fait d'apprendre que la France avait déjà initié une commission qui, en 1981, a abouti à cette conclusion-là. C'est dire aujourd'hui que cette commission que vous avez le plaisir de co-présider avec un compatriote Philbin Sarr ne peut pas faire moins que ce qui a été fait en 1981. Mais par contre, ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que malheureusement, le rapport de 1981 n'ayant pas été suivi d'effets pratiques, que votre rapport soit suivi d'effets pratiques. Il y a chaque fois qu'on évoque cette question-là, il y a trois difficultés majeures qu'on évoque, qui pour moi, toutes ne sont pas insurmontables. Premièrement, la difficulté juridique. Pour moi, le droit n'est que la codification d'une volonté politique à un moment donné de l'histoire. Il peut être recodifié autrement suivant une autre volonté politique. Et j'imagine aujourd'hui que le président Macron, dans la perspective où il se place, pourra trouver les moyens et les mécanismes en France de trouver une nouvelle législation qui permettrait que cette opération soit faite. Deuxième difficulté, c'est les difficultés techniques. Est-ce que l'Afrique est préparée à recevoir les œuvres? Comme c'est une forme de boutade, je me pose la question de savoir, mais ces œuvres étaient où avant de venir en Europe? Si nous étions capables, dans les années coloniales, de garder ces œuvres-là,
Je ne vois pas pourquoi nous serions incapables aujourd'hui, à le développement de tous les niveaux de technologie et le développement de l'Afrique, comment nous serions incapables de le faire. Il suffit simplement de vouloir le faire en Afrique, de s'organiser en conséquence pour le faire. Troisième difficulté, oui, est-ce qu'on aura les techniciens qu'il faut pour recevoir ces œuvres-là? La réponse est oui. Nous gardons déjà chez nous, à travers le musée Théodore Monod, des œuvres qui ont été collectées par la France coloniale sur toute l'Afrique, que nous gardons chez nous. Ça veut dire que cette question ne se pose pas pour le Sénégal. Troisièmement, il y a beaucoup de pays africains aujourd'hui. Le président du Bénin vient de révéler que 3 musées sont en construction. On ne construit pas des musées sans pour autant avoir le personnel qu'il faut pour administrer et pour garder les musées. J'ai l'honneur de dire d'ailleurs que le musée des civilisations noires au Sénégal, dont le directeur général est présent ici, est un très haut professeur, archéologue de son État, qui a trouvé les moyens de réfléchir avec d'autres. Et nous réfléchissons avec une communauté mondiale, des experts de tous les horizons, américains, français, même des experts de l'UNESCO, pour faire face à cette perspective. Mais nous, dans notre option fondamentale, nous allons au-delà de ces restitutions-là, de toutes les manières. Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur le ministre. Est-ce que quelqu'un pourrait régler le problème de la traduction pour Madame Grütters? Elle n'a pas de traduction en anglais. Yeah, we cannot proceed until everyone understands. Excusez-moi de vous interrompre. C'est juste qu'elle doit vous suivre. She must understand to reply. Okay. Okay. Donc on va faire un tout petit time-out, juste le temps de régler un problème technique. Merci de votre patience. Okay, so we have an interpreter. Okay, we can proceed. Alors, Monsieur Coulibaly, excusez-moi de vous interrompre. Si vous voulez bien répondre pour 2-3 minutes, juste l'histoire. Voilà. D'accord. Nous sommes d'accord sur le principe. Nous sommes rassurés par ce que nous avons entendu aujourd'hui. Mais nous pensons qu'il faut réunir certaines conditions pour assurer cette restitution des œuvres classiques africaines. Et pour sa part, le Sénégal pense qu'il y a de ce point de vue un certain nombre de conditions. D'abord, inventorier les collections détenues dans les musées publics, ce qui sera plus facile avant de s'intéresser aux collections privées. Deuxièmement, déterminer le statut de chaque collection, notamment des conditions de son acquisition afin de savoir si elle a été bien ou mal acquise. Pour ma part, ce sont des questions intéressantes parce qu'elles permettent ces conditions d'informer de façon générale sur ces collections-là qui sont actuellement en Europe. Il faut également travailler à la mise en place d'un instrument normatif spécifique pour encadrer les modalités de circulation et de restitution, nonobstant le fait que les États souverains puissent le faire spontanément. Mais je pense que dans le cadre de la coopération, dans une contribution large de la communauté internationale, on pourrait définir des conditions qui éviteraient des polémiques inutiles, également des obstacles qu'on pourrait surmonter par le dialogue et la coopération. Il s'agit également d'encourager les pays d'origine à développer des infrastructures. Nous sommes dans le sillage déjà, pour accueillir les collections dans des conditions appropriées. Et enfin, développer en collaboration avec l'ICOM et les institutions universitaires des programmes rénovés de formation de techniciens à même d'assurer une gestion efficace des collections. Fin sur cette question-là, pour terminer, Madame, vous avez tout à l'heure montré des séquences de films qui renseignent sur la question. Mais j'invite d'ailleurs l'assistance à lire un très beau roman d'une romancière sénégalaise qui a consacré une réflexion sous forme de fiction à la problématique. Ce livre vient de paraître en France à l'Harmattan, où cette jeune dame réfléchit sur les conditions d'une spoliation particulière d'un pangol qui est un pays sérère chez nous, qui joue un rôle fondamental dans les rites funéraires. Elle a engagé un processus de restitution de cette œuvre
Et extraordinaire coïncidence, le jury qui a été saisi pour délibérer sur la question, il y a de façon centrale la présence de votre institution, madame. Mais enfin, ce que je retiens, c'est que le jury recommande, par le biais de l'UNESCO, d'organiser la restitution du Pangol au village de Khalambas, qui est un village sérère du Sénégal, et dit en substance, il faut que cet objet retourne dans son pays d'origine, dans son lieu naturel, qu'il n'aurait jamais dû quitter, et il doit y rester à jamais pour l'éternité. C'est vous dire simplement que la jeune génération est très préoccupée par la question, et en débat sous forme de livres ou de films et autres. Et aujourd'hui, je peux vous dire que l'Afrique est prête, que c'est une fausse querelle qu'on fait à l'Afrique de dire qu'elle n'est pas encore prête. Tous les États africains qui le désirent et désirent obtenir la restitution de leurs œuvres prendront toutes leurs responsabilités pour faire en sorte que ces œuvres soient aussi bien gardées au Quai Branly, dans le musée de Londres, de Düsseldorf et ailleurs, qu'ils peuvent l'être à Dakar, à Bamako et au Bénin. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Culture du Sénégal, Monsieur Coulibaly. Alors, j'espère que tous les intervenants ont pu, tous les ministres ont pu tout suivre. You maybe missed some of the first minutes of Minister Coulibaly's remarks. A valiant effort to bring you up to speed. Okay. Fantastic. So what we will do is we will proceed now to the second question, and we will have time at the end, hopefully, to have a more general discussion based on the various different themes that have been discussed. This is just to ensure that we discuss all of the themes and that we don't run out of time. So we're going to move now to you, Madame Monica Gruyterz. So I have a question for you, which I will formulate first in French, and then I can translate it. Alors que le Humboldt Forum va ouvrir à Berlin en 2019, dans un climat d'intenses débats, notamment alimenté par les diasporas africaines en Allemagne, comment votre pays apporte-t-il aujourd'hui des réponses constructives à ces réclamations de nature diverses? So this is about the opening of the Humboldt Forum in Berlin in 2009. There's a lot of debate surrounding this. The presence of African diasporas in Germany, and how is Germany at the state level trying to bring constructive responses to various claims? Okay, Mr. Creedon, thank you for asking me about the Humboldt Forum, but before I will answer, let me please thank Director General Azoulay for organizing this conference and for inviting me to this conference, also on behalf of the German Chancellor Angela Merkel, whom I have the honor to represent today. Being a driving force of intercultural understanding plays a central role in the identity of Germany in the 21st century. Germany has therefore reserved the central place in its capital, Berlin, for culture. Not only for its own culture, but also the non-European culture. Here we are building the Humboldt Forum, a new type of place of culture named after the world explorer Alexander von Humboldt and the education pioneer Wilhelm von Humboldt. In today's visitors, we want to revive the inexhaustible interest in discovering the world by which the two brothers were driven 250 years ago. The Humboldt Forum is meant to be the base camp, somehow the base camp for a trip around the world. We want to tell the big stories of human history with exhibits from places all over the world, especially cultural objects from outside Europe, which will be presented on 40,000 square meters. These stories are about life and death, beginning and end, about how two different generations treat each other, about the big human topic of migration and the role of religions, for example. At the end of their visit to the Humboldt Forum, visitors should recognize that we all have more in common than anything that separates us. A team of international experts, this is a very important topic, a team of international experts are advising us on the presentation of non-European objects. And the individual exhibition modules are being prepared by teams together with
experts from the societies of origin. When he visited the place together with Angela Merkel in April, the French President Emmanuel Macron was able to gain a first-hand impression of this unique place of meeting the world. Shortly before the opening of the Humboldt Forum, the debate on how to deal with cultural objects collected in a colonial context has picked up momentum in Germany. For far too long, I think, for far too long, in our culture of remembrance, we have been turning a blind eye on the colonial period. Far too long, the injustices of this period have been ignored and forgotten. To shed light on these injustices is part of Germany's historic responsibility in our relationship with the former colonies, and a prerequisite for reconciliation and understanding with the people who live there. For this reason, it is my aim to advance the research into objects collected by museums in a colonial context and to address the question how to deal with them appropriately. In its coalition agreement, the federal government has committed itself to addressing Germany's colonial past. To this end, financial support will be given to provenance research and to cultural exchange, and of course, to restitution in individual cases. Maybe we as Germans can rely on the lessons learned in the last decades in addressing our responsibility for historic injustice and suffering. One lesson we have learned is that education and understanding can only be achieved in a broad dialogue and therefore takes time. Based on this experience, we are going to face our colonial past and, together with the countries and societies of origin, we would like to look for constructive solutions. The conditions for returning cultural objects collected in a colonial context are already met in Germany. We already have cooperation partnerships with countries of origins, and the first objects have already been returned. In early May, 9 objects from the collection of the Ethnological Museum of the Berlin State Museums were returned to the Chugach Alaska Corporation, for example. We need guidelines. I think it's very important to define guidelines. We need guidelines in order to be able to deal appropriately with cultural objects collected in a colonial context. Therefore, it is important that we agree on how to share responsibility and enable participation and cooperation as equal partners, For this reason, the Deutscher Museumsbund, Association of German Museums, drew up guidelines for dealing with objects collected in a colonial context already 2 years ago, which we presented to the public in Berlin 1 week ago. It is now, you can have it in internet. It is indeed intended to help our museums to do justice to the significance of the challenging and complex issue and find individual solutions for dealing with colonial cultural objects, thus helping to advance the task of addressing Germany's and Europe's colonial history. As far as I can see, this guide is the first of its kind in Europe. Soon it will also be available in English and France. And I have some example here for you. It is a 100 pages book. It's not a short story. Yeah? It's a complex issue, and it will be available in English and French in the next days. In internet. The recommendations contained in the guide will be put up for discussion. This year, in autumn, an international expert workshop will be held in Berlin. In the spring of 2019, based on initial feedback, particularly from representatives of the societies of origin, a revised version of this guide will be available will be published in the end of 2019 then. After having had the conference, we will have a revised version. In this regard, we are open to discussion with NGOs and civil society. I firmly believe that we need a broad public dialogue
at national and international level to find appropriate ways for dealing with cultural objects collected in a colonial context. From this dialogue, new forms of cooperation will arise, helping pave the way for understanding and reconciliation. Ultimately, this is about our shared responsibility for the cultural heritage of mankind, and therefore not so much about categories like ownership or property, but rather about taking care for the cultural objects entrusted to us, ensuring that this ethos of taking care becomes the basic principle of museum works is a challenge to be faced not only by the Humboldt Forum alone, but one that should become the standard of and example for all. May I add 2 points? Mr. Creedon? Yeah, okay. Provenance research is one of the key prerequisites for discussing the question of how to deal appropriately with objects collected in a colonial context, provenance research, then digitalization and open access. In 2015, at my initiative, the German Lost Art Foundation was founded to further strengthen and advance research into the provenance of Nazi-looted art. From the start, the German Lost Art Foundation was also intended to serve as a central contact point also at an international level. Now, a new task will be added to the foundation's portfolio, which is of the particular concern to me, dealing with objects collected in a colonial context. From 2019 onwards, I will increase the financial and human resources dedicated for provenance research. Provenance research is a challenge for all museums, requiring museums to demonstrate their expertise and their ability to deal appropriately with a sensitive issue, and also involving the nations and societies of origin. It's always very important to us. For this, the ICOM codes of ethics is an important basis with impacts for museums worldwide. However, the issue of provenance research has been a great concern in Germany, not only since the start of discussion about the Humboldt Forum. Already 5 years ago, in 2013, the German Association of Museums drew a recommendation for dealing with human remains. It's another subject, held by museums and collections. This was a first important step, I think. It is about an appropriate and dignified treatment of human remains. Fortunately, in many cases, we have been able to repatriate the remains, and we have already done it. Since October 2017, the Prussian Cultural Heritage Foundation has conducted research into the provenance of some 1,000 human skulls originating from the former colony of German East Africa. Another current project of the Prussian Cultural Heritage involves Tanzanian scientists and museums. The expert, I come to the end, the expert dedicate their joint work to objects that were brought to the collections of the Berlin State Museums under colonial rule. The joint research is based on memorandums of understanding with the University in Dar es Salaam and the National Museum of Tanzania and a curator residence program. Another important aspect is our commitment to giving as many people as possible, above all from the societies of origins, the possibility to access the collections in our museum. To this end, the digitization of this object plays a central role. It's expensive, but we have to do it. A major task we are tackling vigorously. Thus, the first steps have been taken. I think many more must still be taken. Let us go this way together. Thank you very much, Minister Grütters. Now, we will try to keep the following two interventions maybe 5 to 7 minutes so that we have at least 15, 20 minutes to exchange in the meantime. I'll stick with English for now. Next up, we have Madame Lina Anab. You are the Minister for Tourism and Antiquities in Jordan. And the question that we have for you, I'll call it out first in French. Comment les institutions patrimoniales
Participe-t-elle en Jordanie aux efforts faits pour permettre le retour des biens culturels déplacés en coopération avec les pays où ils se trouvent? How have heritage institutions participated in Jordan to efforts in order to return cultural goods that have been displaced, this in cooperation with the countries where they are found? Thank you. Okay, merci. Thank you very much. Let me start, please, by thanking the UNESCO, Madame Azoulay, and all the team for including Jordan in this important gathering and on having me on this impressive panel. I'm truly delighted to be here. I would also like to convey the greetings of His Excellency, the Prime Minister of Jordan, to UNESCO and to all its members. I'm glad that we started the meeting with Madame Benedict Savoy's presentation, the excellent presentation, in which probably we were reminded of the principles and of the basics and of fundamental issues that we should be thinking of when we are talking about this very important topic of this conference. I'm also very glad that you mentioned Michel Foucault, because I think as we are talking today, we should be talking about deconstructing some of the ideas or preconceived notions or some beliefs or some idea or some things that we have chosen to be in denial about, to bring them up to the surface and to start talking about them. So thank you very much. It's really, I was very inspired by it. Now to come back to the question of what are the institutions doing in Jordan regarding illicit trafficking. I think the operative word in the question is institutions, because when we think of illicit trafficking, we probably limit it to one institution or few institutions, not realizing that this is an issue that concerns a wide number of organizations, whether they are public or private. When we are talking about illicit trafficking, we are talking about a chain. We are talking a supply chain with a beginning and an end. And as we know, a chain is only as strong as its weakest link. So if we allow that one of the players in this chain to slip or not to be, and not to step up to its plate, to the plate, or to play the role that it should be playing, I think that this weakens the entire process. Again, when we talk about illicit trafficking, we are talking about victims, because it's not only a matter of displacing objects, it's also a matter of erasing identities, it is also a matter of attacking culture, entire cultures and entire nations at time. And I think it is important to be reminded of this. And here again, I would like to thank God for the historic United Nations Security Council Resolution 2347 that has went beyond prohibiting to establishing illicit trafficking as a crime on humanity, because it sure is a crime on humanity. Now let me come to Jordan and what we are doing in Jordan. I think the most important thing in talking about the efforts that Jordan is doing is really to talk about the political will. Is there a political will to fight and to stop and to prevent and to preempt this kind of illegal trafficking, this kind of illicit trafficking, and I would say, I mean, we should start probably calling it war crimes or crimes on humanity. Absolutely. The political will is there, and there have been a number of measures that have been taken to demonstrate this will. We also have a strong determination in Jordan by virtue of our position, of our geographical position, historical heritage, to stand up as a moral and ethical pillar in fighting this illegal trade, because it impacts everybody. It does not only impact one nation, it impacts humanity as a whole. We also try very hard, and we work diligently on not allowing, because of our location, because of our geographical position, we make sure not to allow our country to be used as a corridor for the transportation of illegal goods that make their way to Europe or maybe America or other parts of the world.
In Jordan, since 1991, an approximate 42,000 pieces have been confiscated and seized, and many of them have made their way home to where they belong. In cases where Jordan or we cannot return the confiscated or seized items to their original countries, we have an example of Syria and Iraq. We have made dedicated storage or safe havens, as we call them, in order to keep these goods when, hopefully soon, when they can be restituted and sent back to where they belong. I think when we talk about Jordan, maybe we should we should remember that probably Jordan is one of the very first countries that has highlighted the importance of keeping cultural heritage and keeping and not or not attacking or violating cultural heritage, and that was almost 40 years ago when Jordan called for the nomination of the old city of Jerusalem and its wall as a heritage site in 1981, and in 1982, when this heritage site when it was obvious because of illegal activities that are taking place in the old city and the wall, that the site, also Jordan called for it to be listed under the endangered list. This is very much, I mean, when we talk about illicit trafficking, we usually think of pieces crossing continents, but sometimes it's not so much crossing continents, it's probably crossing quarters or disappearing or being destroyed from where they belong in order to alter reality, in order to alter the status quo. And I think that is one version of illegal activities that is a direct attack on culture, on heritage, that Jordan has also played a very active role in promoting. A very important thing, I will not take long because I know we're short on time, but one of a very practical issue that we are looking at today, because it's a very complicated subject, is really the supply chain. We're trying to identify the players, the main stakeholders in this supply chain in order to see how we can all collaborate together and how we can come together in fighting it and in assigning the roles and responsibilities of each and every one. This is happening through legislative frameworks. This is happening through cultural memorandum of understandings, preventative and preemptive measures, talking to each and every institute, and this is here I think the government is spearheading the process because somebody needs to spearhead it, and we have taken we have made a conscious effort to make sure that the government is the one that spearheads this, that is the government is the one that brings everybody together, and the government is the one that enables such a dialogue. I also wanted to highlight the important role of universities, academic institutions, in local communities, in citizens in general, in fighting all of this, because I think we can only do it if everybody comes together, and if we manage and we succeed in raising the awareness about the seriousness of such issue. Thank you very much once again. Thank you for bringing up to the fore this very important topic. I think the honesty and the frankness with which some of the issues were mentioned today brings hope to everybody sitting in the room here. Thank you. Thank you very much, Madame Anab. And before we get to a more general discussion, on va passer à Madame la ministre Françoise Nyssen. Merci d'attendre. Vous êtes la ministre de la Culture de la France et on va parler, sans surprise, de la déclaration de Monsieur le Président Emmanuel Macron. C'est une déclaration qui a suivi, qui a été à Ouagadougou en novembre 2017. Beaucoup décrivent cette déclaration comme une surprise, même si ça s'inscrit, j'imagine, dans la progression
et l'avancée de ces enjeux, de ces politiques depuis des décennies maintenant. Mais il a dit, entre autres, que d'ici 5 ans, il veut créer les conditions ou que ces conditions soient réunies pour le retour du patrimoine africain à l'Afrique. Donc c'était une déclaration très forte. Donc tout simplement la question qu'on vous pose en lien avec cela, c'est comment cette récente déclaration de M. Macron qui s'est engagé à l'étude de la restitution de certains biens culturels africains dans les années à venir apporte-t-elle une réponse à des demandes restées sans réponse? Donc est-ce que ça apporte une réponse à des demandes restées sans réponse? Bon, merci. Madame la directrice générale de l'UNESCO, chère Audrey, dont je suis fière d'ailleurs de prendre la suite et de son engagement pour le patrimoine au ministère de la Culture. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, chers tous, effectivement, le patrimoine culturel constitue un élément essentiel de la mémoire collective, de l'imaginaire commun, de l'identité de chaque pays. Et j'en veux pour preuve, puisque vous parliez du président Emmanuel Macron, j'étais hier avec lui à Ferney-Voltaire pour inaugurer la réouverture de la maison de l'aubergiste de l'Europe qui était Voltaire, et de voir l'engouement qu'a suscité cet événement, comme ce grand événement autour du patrimoine le soir à l'Élysée, à la fois comme engouement, comme réappropriation de mémoire collective, comme fierté des citoyens. Il est évident que cette question doit être abordée de cette façon à l'échelle européenne. Et je suis très heureuse tout à l'heure d'aller inaugurer l'événement des patrimoines des jardins, qui est devenu maintenant un événement européen avec ma collègue Monica Grütters. Mais du coup, évidemment, il n'est absolument pas acceptable qu'une large part du patrimoine culturel de plusieurs pays africains soit retenue dans des collections privées et des musées européens. Nous captons une part de leur histoire, et quand on voit l'impact que ça a sur la fierté, sur la mémoire collective et sur l'élan dynamique d'un pays, c'est inadmissible. Comme l'a indiqué le président de la République française, il n'y a pas de justification valable, durable et inconditionnelle à cette situation. Nous ne sommes pas otages des pratiques du passé. Le fait que les conventions internationales auxquelles la France a adhéré n'aient pas de portée rétroactive ne doit pas nous empêcher de prendre nos responsabilités. Le président de la République a ainsi marqué sa volonté claire de réunir des conditions de restitution par la France de patrimoine artistique aux pays africains dont il est issu. C'est une ambition cohérente avec le reste de la politique culturelle que nous portons donc à l'échelle internationale. La France défend l'accès au patrimoine et à la création comme un droit universel. Ainsi, la France soutient également les initiatives visant à protéger le patrimoine dans des contextes de conflits armés, tels que la création récente des refuges sous égide de l'ONU et de l'UNESCO. Et cher Audrey, vous rappeliez ce matin encore les drames épouvantables de Palmyre et combien il s'agit de travailler à tout cet aspect de la préservation du patrimoine et comment nous devons être unis dans cette bataille. La France contribue également activement à la lutte contre les trafics d'œuvres d'art à l'échelle mondiale en lien avec Interpol et l'ICOM. La France soutient aussi l'émergence d'institutions culturelles qui assureront un meilleur partage de l'accès aux œuvres à travers le monde, et l'ouverture du musée Louvre à Abu Dhabi, qui est le fruit d'une intense coopération entre les institutions culturelles françaises et des autorités émiriennes, en est un exemple emblématique. La France a pour principe le respect de la culture et de la mémoire de chaque pays, de chaque peuple. L'Afrique est dans une situation singulière et complexe. Aucune région du monde ne se trouve aujourd'hui privée de son patrimoine historique dans de telles proportions. À ce jour, l'état du droit en France rend particulièrement difficile les restitutions d'objets des collections des musées de France à leur pays d'origine. La restitution de ce type de biens nécessite d'avoir recours à une loi spéciale, procédure difficilement généralisable, qui n'a été utilisée jusqu'ici que pour la restitution des restes humains et qui soulève en outre des questions d'éthique spécifiques. Cette procédure a encore été très récemment conduit la France en décembre 2016 à opposer un refus à une demande de Monsieur le Président du Bénin pour 3 statues royales
exposées au musée du Quai de Branly. Nous souhaitons aujourd'hui remédier à ce blocage. Le président Emmanuel Macron a demandé à Bénédicte Savoy et Felwine Sarr, que je remercie vivement pour leur engagement, de conduire une réflexion concertée avec des partenaires français et africains sur ces questions. Ils sont chargés de lui remettre les propositions qui permettront d'ici 5 ans, comme vous l'avez dit, d'engager des restitutions temporaires ou définitives aux pays africains. Cette restitution nécessite la définition d'une méthodologie précise et scientifiquement partagée. La mission a donc débuté en avril 2018 et s'achèvera en novembre prochain. J'en attends évidemment les conclusions avec grand intérêt et le ministère de la Culture est associé à la mission à différents égards. Des travaux sont conduits en concertation avec le musée du Quai de Branly pour identifier les éléments du patrimoine africain dans les musées de France. Et mon ministère apporte également son appui à Bénédicte Savoy et Felwine Sarr sur les aspects juridiques et procéduraux de la mission. Sans préjuger de ces conclusions, il semble important d'inscrire les restitutions dans le cadre d'un nouveau projet global de coopération culturelle entre la France et les pays européens concernés, une coopération résolument tournée vers l'avenir. La restitution passe par l'amélioration des connaissances de nos musées sur les objets africains, que ce soit sous forme d'exposition, comme le président du musée du Quai de Branly s'y emploie en ce moment d'ailleurs avec le Bénin pour 2019, ou le développement de moyens de numérisation et de présentation virtuelle. En parallèle, des travaux engagés pour des restitutions, d'autres formes de collaboration sont possibles que nous expérimentons déjà. Le service des musées de France et le musée du Quai de Branly, avec l'aide de l'Institut national du patrimoine et de l'AFD, ont ainsi entrepris depuis plusieurs années des actions de coopération avec certains musées d'Afrique. Récemment, une mission d'expertise de la Direction générale des patrimoines du ministère s'est par exemple rendue à Yaoundé pour aider le musée de la ville à élaborer sa politique muséale. Et je souhaite que ce type de partenariat puisse se développer et que les ponts soient toujours à double sens. Les perspectives de développement et de coopération culturelle ne manquent pas au-delà des musées, dans le champ de la création artistique, de la formation, de la mise en valeur du patrimoine, sous toutes ses formes, au profit des habitants. La France est désireuse d'ouvrir sa vie culturelle à d'autres horizons, de renforcer notamment son lien avec tous les pays de la francophonie, nombreux en Afrique, et de faire une place sur notre scène artistique aux créateurs issus d'autres horizons. Réciproquement, la France est prête à mettre sa propre expérience des politiques culturelles et son savoir-faire muséal au service de tous les pays qui le souhaitent pour valoriser et transmettre leur patrimoine, leurs traditions, leur histoire, la diversité de leur création artistique. J'appelle de tous mes vœux un dialogue refondé de long terme dans un esprit de partage des valeurs et d'expérience. Les projets de partenariat culturel sont des rapprochements qui contribuent à un monde de paix. Et je remercie de ce fait, encore une fois, l'UNESCO et sa directrice générale d'avoir pris l'initiative d'une telle journée de réflexion commune. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Alors, avant de peut-être poser quelques questions à vous individuellement, ou est-ce que vous avez des remarques à faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire par rapport à ce qu'a dit les autres intervenants? Would one of you like to make a remark based on the declarations of the other ministers? Or would we just... No. Yes? Vous voulez dire quelque chose, M. Coulibaly? Je vous remercie. Je voudrais exprimer un certain nombre de préoccupations. Quand nous avons eu à Dakar l'avantage d'écouter M. Felwine Sarr faire un exposé très précis et clair sur le travail que vous êtes en train de faire, Madame Savoy. Nous étions au groupe d'une dizaine de ministres de la culture de l'Afrique réunis à Dakar. Nous avons écouté avec beaucoup de volonté le discours qui avait été proposé. Je peux, je crois, ici exprimer un certain nombre de préoccupations. In fine, Madame le ministre, vous avez parlé tout à l'heure de procédure de restitution.
que ces procédures ne soient pas à ce point complexes qu'elles deviendront des obstacles quasiment dirimants par rapport à une volonté politique expressément dite en terre africaine par le président Emmanuel Macron. Je ne suis pas en train de dire que les procédures doivent être quelconques, trop simplifiées, mais elles ne doivent pas non plus être des moyens pour faire obstacle à cette belle volonté politique. Deuxièmement, nous avons dit ici biens culturels et patrimoine en partage. Nous avons également exprimé une préoccupation à Dakar, laquelle, pendant la période coloniale, la France a enregistré des documents audiovisuels d'une valeur inestimable qui concernent le patrimoine historique de l'Afrique que vous avez gardé ici en France, à l'INA en particulier. Si aujourd'hui nous vous exprimons la volonté d'utiliser ces documents, il ne nous est pas demandé moins de 1 000 € pour moins de dizaines de milliers d'enregistrements. Nous trouvons que cela ne peut pas continuer et que si nous voulons partager dans un esprit de coopération le patrimoine commun aux deux États, sénégalais et français, nous, à l'époque, nous n'avions pas d'existence juridique, aujourd'hui qu'on en a, nous estimons que nous avons un droit absolu sur le patrimoine historique qui a été enregistré chez nous. Madame la Directrice Générale, par conséquent, la notion de partage de patrimoine a un sens dans ce domaine précis-là. Et nous aurions souhaité que ces débats soient également introduits. J'imagine que c'est la même situation dans les pays qui ont été sous colonie anglaise. Un cinéaste sénégalais m'a dit un jour que pour avoir 5 secondes d'enregistrement à l'INA, il n'a pas mobilisé moins de 1 000 €. C'est vrai, ce n'est pas vrai, mais c'est une question fondamentale que peut-être votre commission n'aura pas à l'étudier de façon spécifique, mais quand même. Je voudrais également exprimer une autre préoccupation, qui est celle-ci. Il ne faudrait pas que les moyens numériques dont on dispose aujourd'hui, qui peuvent se substituer à la présence physique de certains stocks, soient utilisés pour que les musées français, allemands et autres décident de déstocker du matériel pour aller les stocker en Afrique parce qu'ils n'ont plus de place. Et que ce qui doit être rapatrié en Afrique doit être constitué d'objets de valeur absolue dont nous avons besoin. Mais que le numérique ne serve pas aujourd'hui les musées pour dire ça, on n'a plus besoin de les avoir dans nos musées, on va les stocker en Afrique. Je ne suis pas en train, je vous exprime des préoccupations que nous avons. Voilà les 3 remarques que je voudrais faire avant que nous entrions dans le débat. Merci. D'accord, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Alors, Madame Guterres et Madame Nissen doivent partir dans 5 à 7 minutes, donc j'aimerais bien que, Madame la Ministre, que vous répondiez peut-être d'abord, que vous ayez le temps de répondre. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport... Je crois qu'un des enjeux qui remonte souvent dans cette discussion, c'est la rapidité, la lenteur, et aussi les obstacles qui sont ou guidelines. En fait, c'est souvent un débat lexique qui joue sur les mots. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport aux remarques de M. Coulibaly? Oui. J'entends tout à fait, et la démarche du gouvernement, d'une manière générale, est dans un souci à tous les niveaux de simplification et de volonté de limiter les règles. L'idée n'est pas de légiférer à tous les niveaux, et l'idée, au contraire, est de simplifier. Et c'est une démarche que nous faisons sur tous les sujets de simplification. Et évidemment, je sais que la conviction qui a porté Bénédicte Savoy et Felwine Insar dans le démarrage de leur mission ira forcément dans un sens de travailler vers une simplification. C'est vrai que ce serait absurde que des procédures complexes ne puissent pas permettre une politique que nous appelons de tous nos voeux. Ce serait complètement stupide. J'entends parfaitement ce que vous dites sur l'INA, et je vais voir ce qu'il en est, et on va travailler là-dessus, bien sûr, c'est un sujet. Et d'ailleurs, nous avons le souci de restituer et de partager des microfilms et des enregistrements. Je l'ai déjà fait en me rendant à Rabat récemment, et donc c'était vraiment quelque chose de même que dans l'autre sens, en me rendant à la maison Voltaire et en ayant visité la bibliothèque Voltaire à Saint-Pétersbourg. Nous souhaitons aussi récupérer des microfilms de
des ouvrages. Donc c'est quelque chose qui doit être partagé et je vous entends tout à fait. Et évidemment d'imaginer que ces restitutions pourraient être l'objet de déstockage. Bien sûr que ce qui est important, et vous savez que je porte ici en France cette idée que les œuvres majeures et emblématiques sont à tout le monde, doivent circuler et ne doivent pas être confinées à certains lieux. Donc j'entends tout à fait vos remarques et donc j'attends beaucoup aussi de cette mission pour aller vers des propositions dynamiques. Would anyone else like to respond to the remarks by Mr. Koulibaly? Mrs. Guterres? I think there is something we have heard from every participant here, that we need common rules and maybe that we have to look for the icon ethic code, for example, and maybe I always think to the parallel of the Washington conference we once had to regulate or to find common rules for giving back the Nazi looted art. It is a case which is somehow a little bit more simple to react because there were individual properties, yeah? But here we have to concern with societies of origins that makes this issue more complex and more complicated. But maybe we need common rules not only on the European side and on the African as well, but maybe led by the UNESCO. And I think many of the European states are very open for these questions, and they really want to help and find fair and correct solutions, not only individual ones, but rules, yeah? And we need the help of an organization like the UNESCO. And we, as Germans, are very open for restitutions and repatriation, and for human remains, we are practicing it already and have single cases of restitution. I mentioned some of them. And we always ask, how do we do that? To whom do we restitute? And where will the objects then be? And maybe we have to help in the countries of origins to build up museums, to make curators in residence programs, to professionalize these contacts. We have our European standards, and we want to support our partners, yeah, to deal as partners. And we always practice this complicated case as partners, with partners from the countries of origin. We're making our exhibitions with partners, and we want to make the guidelines together with you. And we start with our perspective, but now we have to do the second step and find a partnership. And I always heard we have to do it as a dialogue, we need guidelines, we want international rules, and there is a wide openness in Germany, and I think in France as well. Could I ask one connected question, as we have two European ministers on the stage? First of all, I think as somebody who is not an expert in this area, something that you quickly understand when you familiarize yourself with it is how long and old a debate it is, how slow a debate it is, and the two, I think, major obstacles being finding a common set of terms and language, and in fact to fully communicate and to listen. So I suppose first of all, and I think it's something that's come through a lot today, the importance of a forum like UNESCO, where very different points of view can be expressed, and hopefully everyone can listen at least and find some kind of common ground. So first of all, I suppose, I think it's already been said, what is the importance of international fora like UNESCO for moving forward on topics like this? And secondly, what about a common set of European guidelines? How difficult is this, given that even inter-European, between European countries, often there are demands for return of cultural objects. I know, for example, between Poland and Germany, and there are many examples in Europe. So it's not just a post-colonial debate, it's an inter-European debate as well. So how important is it to have international institutions managing a debate as complex as this? And secondly, is it possible to have a common set of European guidelines? We always look to each other.
And my colleague mentioned the idea to share exhibition, for example, or digitization. I think the open access question is very, very important. And it is an exhausting thing. It's immense what we have to do then. And maybe we can share these tasks. And it was a very, very good idea. But I have already understood that you said you not only want the access in internet, this is the first step we have to do now, but the second is you need the objects in your country. And that's why we have to make a list of all these objects, an inventar. And we in Germany have already studied it and have a huge inventar. We know much about the history of changing objects, and we made the provenance research, but it's not already done yet, of course. But yeah, we have to, and here a British minister had to say it then too. I think it's not only the case of France and Germany, but there's missing one minister. If you, but it could be the first thing we have to do. This is the guideline for German museums. Of course, we have to start at home. And we already have done it. And they use 2 years to make it. And I think Benedikt has already read it and said it's a good start, yeah? Okay, it's super, thank you. But the international conference will follow in autumn, and then we make a reverse of it. And it is available in English and France as well, in internet next week. And so that's why it's a very beginning. Okay, thank you very much to our 4 participants. And thank you for your patience with some technical difficulties as well. So that's the end of the first inter-ministerial panel. Thank you very much. I understand that Madame Nyssen and Madame Grüterz have to leave us. Thank you.